Chers amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Merci de regarder la télévision nationale, la RTS1. La RTS1 qui vous propose ce soir ce débat avec l'Association sénégalaise de normalisation. Le débat porte sur l'infrastructure de qualité comme support de compétitivité des entreprises pour un commerce intracommunautaire viable et durable. Pour traiter de ce sujet important, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau d'importants invités. Il s'agit de M. Aboubakr Baro, qui est le coordinateur technique du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Baro, bonjour. Bonjour. J'ai également avec moi Marcel Baguedi, qui est expert en infrastructure de la qualité à l'ONUDI. Monsieur Baguedi, bonjour. Bonjour. Ibrahima Sarr, chef de la division métrologie, est également là. Monsieur Sarr, bonjour. Bonjour. Colette Gomis, qui est à l'Institut Pasteur. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Papa Sam Gueye également nous a rejoint. Merci d'être là. Vous êtes administrateur général à la Fondation Ceres Locustos. Bonjour. Merci. Monsieur Abdoulaye Ndiaye, qui est un habitué des lieux. Monsieur Ndiaye, vous êtes à la DPV. Merci d'être avec nous. La première question, elle s'adresse à Monsieur Baro. Monsieur Baro, qu'est-ce que l'infrastructure de qualité et quels en sont les grands axes? Merci bien, Monsieur Diop. Vous me permettrez d'abord de saluer les téléspectateurs et les collègues ici présents sur le plateau et rappeler que cette émission entre dans le cadre d'une convention entre l'UEMOA et le ministère de l'Industrie et des Mines et qui vise essentiellement à pouvoir asseoir une culture qualité au niveau des consommateurs. Donc cette troisième émission porte naturellement sur cette infrastructure de la qualité. Et pour essayer de définir l'infrastructure de la qualité, nous allons essayer de le cadrer sur un cas pratique, à savoir la réalisation d'un produit. Un produit quel qu'il soit, pour le réaliser, doit répondre à un certain nombre de caractéristiques. Si vous deviez prendre un bâtiment, il y a des dimensionnements à faire. Tout ça obéit à ce qu'on appelle dans le jargon des normes, qui sont donc des unités de référence ou des référentiels adoptés par consensus. Et à partir du moment où il y a ces normes qui définissent les caractéristiques du produit, il faudra après évaluer la conformité de ces produits-là par rapport aux normes définies. Interviennent à ce niveau ce qu'on appelle des organismes d'évaluation de la conformité, dont naturellement des laboratoires, on y reviendra avec les représentants des laboratoires, qui vont faire des tests et des essais sur le produit pour s'assurer de leur conformité par rapport aux normes. Dans certains cas, comme si on prend des produits horticoles avec la DPV ou des produits d'origine animale, il y a des services techniques qui interviennent et qui délivrent des certificats sanitaires et phytosanitaires, donc les services d'inspection. Et à certains moments, avec l'exigence du marché aujourd'hui, on va jusqu'à ce que le consommateur exige la conformité du produit à travers des preuves de conformité comme la certification. Intervient un troisième type d'organisme d'évaluation de la conformité appelé organisme de certification. Ces organismes d'évaluation de la conformité, pour mieux rassurer les consommateurs et les utilisateurs de ces produits, doivent à leur tour prouver leurs compétences techniques. À ce niveau-là, ils vont s'adresser à d'autres types d'organismes qu'on appelle des organismes d'accréditation. Et à côté de tout cela, si on devrait évaluer la conformité, s'assurer de la conformité des produits, il faut fondamentalement utiliser des mesures de température, des masses, de longueur entre autres. Et c'est là le grand débat actuellement, surtout dans le cas spécifique du Sénégal, parce que ces unités de mesure doivent être des unités justes et traçables, c'est-à-dire accordées sur le système international d'unités. À titre d'exemple, aujourd'hui, si on achète du carburant au niveau de la station, rien ne nous prouve que la quantité affichée est une quantité juste. Si vous achetez des bananes sur le marché, quel que soit le type de balance qu'on utiliserait, on n'a aucune assurance que cela est juste. Il va de soi, surtout dans le domaine de la santé, c'est encore pire, parce que là, on peut avoir systématiquement à faire des erreurs de diagnostic médical, parce que simplement, les résultats fournis ne sont pas des résultats justes, et on peut attester qu'une personne est malade alors qu'elle est saine. Donc ça, c'est le volet qu'on appelle le volet métrologie. Donc c'est ce réseau constitué de la normalisation, constitué de l'évaluation de la conformité à travers les organes d'inspection, les laboratoires d'analyse et d'essai et les organes de certification, associés aux organismes d'accréditation et la métrologie, qui constituent donc l'infrastructure de la qualité. Merci à vous, M. Baro, pour toutes ces précisions. Je me retourne maintenant vers M. Ibrahima Sarr. Vous êtes le chef de la division métrologie. Et quel est l'état des lieux actuel de la métrologie? Bon, je dois dire que l'état des lieux n'est pas très reluisant, que le Sénégal a accusé énormément de retard dans ce domaine.
Pour preuve, jusqu'à présent, au niveau de notre pays, nous n'avons qu'un seul laboratoire accrédité à la norme 17025, alors que vous allez dans les autres pays de l'UEMOA, de la CEDEAO, au Ghana, vous pouvez avoir 4 ou 5 déjà laboratoires accrédités. Donc ça, c'est vraiment un problème. La métrologie, elle est effectivement plombée par énormément de contraintes. Énormément de contraintes parce que, comme l'a dit tantôt M. Barrault, la métrologie, c'est les étalons. Les étalons, c'est quoi? C'est des références. C'est des références internationales qu'il faudra raccorder au système. Et de ce point de vue, le Sénégal a énormément de problèmes, surtout dans les domaines, dans les 3 grands domaines, que sont la masse, c'est les 3 domaines essentiels. La masse, la température donc, et la pression. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul labo qui n'est pas encore déjà très fonctionnel parce qu'il y a un problème de statut. Pour les autres grandeurs, la pression, la température, nous n'avons pas encore de laboratoire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons énormément de problèmes. En dehors de ces aspects liés à la logistique, il y a des aspects aussi de formation. Des aspects qui font qu'aujourd'hui, la division de la métrologie qui est au ministère du Commerce est souvent composée d'agents administratifs, donc qui n'ont pas vraiment une compétence technique et que la métrologie, évidemment, est une matière éminemment scientifique. Généralement, les gens qui travaillent dans ce domaine, c'est des personnalités qui ont des connaissances en physique, qui ont des connaissances en mathématiques. De ce point de vue, nous avons des problèmes. Et jusqu'à présent aussi, dans le même registre, nous n'avons pas encore d'ingénieurs métrologues au Sénégal. Ça, je crois que c'est vraiment une aberration et ça, généralement, quand je le dis, ça fait tiquer les gens parce que le Sénégalais, au sein de l'UEMOA, de la CEDEAO, dans toutes les matières, vraiment, on est présent, sauf aujourd'hui dans ce domaine. Et comment la métrologie peut-elle participer à la compétitivité de nos entreprises? Elle joue un rôle excessivement important, comme l'a rappelé tout à l'heure mon collègue Barrault, parce que la métrologie est une fonction essentielle de l'infrastructure qualité. Aujourd'hui, toute entreprise qui veut aller vers une démarche qualité doit avoir vraiment une composante métrologique qu'elle maîtrise. Et mieux, dans la norme 17025, la fonction métrologie est une fonction extrêmement importante. Les auditeurs, en tout cas, y accordent énormément d'importance. Je donne un autre exemple dans la conformité de nos produits. Nous avons énormément de problèmes à l'exportation parce que souvent, nos produits ne sont pas conformes, surtout au plan métrologique. Et là, c'est parce qu'effectivement, il y a des problèmes d'inspection, il y a un problème de matériel, de référence, de laboratoire, de traçabilité de toutes les opérations de métrologie que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un système de contrôle avec la recommandation R87 sur les produits préemballés, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle un espace communautaire avec le TEC, qui fait que de plus en plus nos produits seront concurrencés. Aujourd'hui, la différence va se jouer sur la qualité et pour cela, la métrologie doit jouer vraiment sa fonction de régulation qui va permettre nos produits d'être compétitifs sur tous les marchés et atteindre les marchés internationaux. Merci à vous, M. Sarr. M. Barrault, quelle est l'importance de cette infrastructure qualité dans le développement industriel national? Comme c'est rappelé, aujourd'hui, on ne peut pas promouvoir l'industrie sans des produits de qualité, comme ça a été rappelé par M. Sarr tout à l'heure. Un produit ne peut être de qualité s'il n'est pas conforme à des normes établies et des normes reconnues naturellement sur le plan international, parce que là aussi c'est organisé. Au niveau donc de la normalisation, il y a des instances de normalisation au niveau national, comme l'Association sénégalaise de normalisation, qui est chargée d'élaborer les normes nationales arrimées aux normes régionales et internationales. Et autour de cette infrastructure normative, il y a le dispositif de l'évaluation de la conformité. Et ça, c'est un grand souci, parce que si les laboratoires chargés de valider la conformité de ces produits, pour dire que le produit tel que ça a été spécifié est conforme, si ce laboratoire-là ne peut pas prouver sa compétence technique en termes de système qualité, mais également en termes d'équipement, en termes de personnel, il va de soi que les résultats d'essai que ce laboratoire serait amené à fournir ne seraient pas viables. Et comme il l'a rappelé tantôt, si on est dans le domaine des échanges par rapport à votre question, si on valide un produit au Sénégal pour dire que le produit est conforme et qu'on expédie ce produit sur le marché international, je prends un exemple très simple, simplement, du conditionnement à température dirigée. On va dire que le produit de frais ou cette cargaison d'haricots est conditionnée à une température de X degrés et que les sondes qu'on a utilisées à ce niveau n'avaient pas cette justesse qui pourrait donner la valeur exacte. Arrivé sur le marché extérieur, on fait le contrôle, on se rend compte qu'il y a un écart. Conséquemment,
ce qui risque de se passer, soit on met les produits en quarantaine, ou bien on les retourne, ou on les détruit. Et ça a un impact économique inestimable. Et c'est à ce niveau-là également qu'il faut voir que l'aspect certification, qui n'est pas encore développé entièrement, parce qu'au Sénégal, on a commencé à délivrer les premières marques de conformité, mais sur 2 produits, qui sont c'est l'huile brute d'arachide, qui n'est pas connue du grand public. Et là aussi, ça contribue à assurer et à rassurer le consommateur par rapport à la conformité du produit. Les services d'inspection, n'en parlons pas, parce que là aussi, Ablaye va y revenir. On est dans le cadre de l'OMC. On est dans la nouvelle approche de l'OMC. Jusqu'à présent, ces services d'inspection incarnent la puissance publique. Mais à terme, si ces services d'inspection, à leur tour, n'arriveraient pas à prouver leurs compétences techniques par rapport à une norme internationale, la 17020, mais tous les certificats qui seront amenés à délivrer pourraient être rejetés sur le plan international. Et vous voyez les conséquences économiques que ça pourrait poser. Donc ça pose encore l'importance de pouvoir donner à cette infrastructure de la qualité la place qui sied dans les orientations. Merci à vous, M. Barrot, pour toutes ces précisions. Madame Colette Gomis-Mansali, vous êtes à l'Institut Pasteur, vous avez un laboratoire avec norme ISO 17025. Quel doit être votre rôle dans cette infrastructure de qualité? Alors, en tant que laboratoire accrédité, il faut comprendre que l'accréditation confère à l'Institut Pasteur de Dakar de produire des résultats d'analyse incontestables dans le monde entier. La deuxième chose, c'est que le maintien de l'accréditation, quant à lui, confère que le laboratoire de l'Institut Pasteur de Dakar est régulièrement visité par des experts internationaux qui viennent vérifier que l'Institut Pasteur continue de travailler de la même manière qui a fait qu'on lui a donné confiance. C'est pour cela que l'Institut Pasteur de Dakar doit aujourd'hui être un laboratoire officiel pour tous ces acteurs-là de la sécurité sanitaire des aliments qui délivrent les agréments pour l'exportation ou qui délivrent les autorisations de mise sur le marché des produits sur le marché local. L'Institut Pasteur qui est une fierté pour le Sénégal, mais est-ce que vous pouvez donner des conseils aux entrepreneurs sénégalais? Quel est l'apport de l'accréditation pour nos entreprises, surtout sur le plan international? Voilà, sur le plan international, l'accréditation permet à nos entreprises de lever l'obstacle du commerce relatif à la sécurité sanitaire des aliments. Merci à vous, Madame Colette Gomis. Donc, je me tourne vers M. Ndiaye qui est à la DPV, la direction de la protection des végétaux. Quelles sont ses missions, M. Ndiaye? Merci beaucoup, M. Diop. Vous me permettrez d'abord de saluer les partenaires ici présents, les téléspectateurs qui nous suivent, et me féliciter également de cette émission qui rentre dans le cadre de la promotion de la qualité des droits du consommateur. Pour revenir à votre question, la direction de la protection des végétaux est une des directions du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Elle est chargée globalement de prévenir l'introduction d'organismes nuisibles dans le pays et de combattre ceux qui sont présents, de façon à contribuer à améliorer la production agricole nationale, tout en préservant l'environnement, la santé des producteurs et des consommateurs. C'est pour cela que la stratégie de protection des cultures et de contrôle des produits agricoles est axée sur 3 piliers essentiellement. Donc, il y a effectivement la législation et le contrôle phytosanitaire, avec la mise en place, en tout cas, d'un réseau de postes de contrôle phytosanitaire au niveau des frontières terrestres, maritimes et aériennes, qui s'occupe aussi bien des importations que des exportations, conformément évidemment aux exigences normatives. Il y a également la surveillance et les avertissements agricoles à travers donc des bases d'avertissement agricole implantées dans les différentes zones agroécologiques du pays pour un peu faire la surveillance du territoire et faire face, avec l'appui de la division défense des cultures, à contrôler les ravageurs d'importance économique. Et tout cela se fait avec l'appui de certains laboratoires opérationnels de recherche en entomologie, phytopathologie, nématologie et phytopharmacie.
Et évidemment, ce qu'il faut préciser, c'est que nous travaillons en parfaite articulation avec la réglementation phytosanitaire internationale, notamment la Convention internationale pour la protection des végétaux, qui fixe les normes phytosanitaires, et l'accord sur les mesures SPS de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Donc un travail important pour la protection des végétaux, mais vous avez entamé une démarche d'accréditation ISO 17020. En quoi elle consiste, cette démarche d'accréditation? Voilà, cette démarche d'accréditation, en fait, comme l'a si bien dit M. Barrault, c'est en fait, en tout cas, une démarche très importante pour notre pays. En ce sens, en tout cas, qu'elle permet effectivement d'avoir une reconnaissance internationale, donc des activités que nous déroulons aussi ici au niveau du Sénégal, en tout cas pour les services d'inspection phytosanitaire. Et à ce niveau, ce qu'il est à dire, avec cette reconnaissance internationale, vous imaginez un peu en termes de pénétration de marché et de diversification, en tout cas de nos exportations, ce que cela pourrait apporter pour notre pays. Déjà, avec la première phase et même deuxième phase du programme qualité UEMOA, nous avons été appuyés donc, par le programme qualité de l'UEMOA pour un peu aller vers cette accréditation de nos services de contrôle. Là, ce qu'il faut préciser, notre pays est déjà agréé par la communauté européenne, déjà pour le contrôle de conformité des normes commerciales applicables aux fruits et légumes. Donc, dans cette même dynamique, nous aimerions quand même élargir cette reconnaissance pour pénétrer bien d'autres marchés. Déjà qu'au niveau du Sénégal, c'est un sous-secteur qui est assez bien organisé, avec une catégorisation des opérateurs, l'enrichissement d'abord, la catégorisation et le suivi régulier sur le terrain, ce qui nous permet quand même d'engranger des résultats assez intéressants ces dernières années en termes de volume de produits horticoles mis sur le marché international et même de conformité, du niveau de conformité de nos produits. Merci à vous, M. Ndiaye. M. Gueye, vous dirigez un laboratoire accrédité ISO 17025. Quel est votre mot sur la démarche d'accréditation? Merci. Permettez-nous d'abord de remercier l'Association sénégalaise de normalisation par le truchement du programme d'appui au système qualité UEMOA de nous avoir conviés à participer à cette émission. Et aussi, permettez-nous de saluer les téléspectateurs. Pour ce qui concerne votre question, l'importance de l'accréditation dans les échanges, dans le commerce international, n'est plus à démontrer parce que vous savez que depuis 1995, avec la signature de l'accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires à Marrakech, nos États en développement avaient 5 ans de période probatoire pour se mettre aux normes. Et que l'accord est rentré en vigueur pour nos pays en 2000. C'est la cause pour laquelle l'année 2000, c'est l'année de référence de la qualité et ces mesures sanitaires et phytosanitaires sont devenues opposables à nos exportateurs. C'est la cause pour laquelle, au fin de lever cet obstacle lié à la qualité sanitaire, nos laboratoires se devaient déjà de démontrer leurs compétences, de dire que nous faisons ce travail d'analyse, de conformité de la sécurité sanitaire, nous savons le faire en respectant les normes qui s'y est. Et pour ce faire, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas 1000 moyens de le faire. Pour le faire, il faut passer par le biais de l'accréditation. Nous avons suivi ce processus et à terme, notre compétence a été reconnue pour le domaine de l'analyse des résidus de pesticides dans les produits agricoles. Rappelons que les pesticides sont dans nos fruits et légumes à des niveaux infinitésimaux. C'est de l'ordre du ppm que nous détectons et là, 0 ppm pour certaines limites, 0,5 et rarement ça dépasse 1 ppm. Donc voilà son importance et vous savez bien que si nous analysons nos produits et qu'on dise à la fin que le produit n'est pas conforme, vous voyez l'enjeu, rejeter toute une cargaison, voilà l'aspect économique est très fort. Et nous encadrons dans ce sens-là et par ce biais, nous levons cet obstacle lié aux contraintes, n'est-ce pas, de mesures sanitaires et phytosanitaires aux fins de protection de la santé des consommateurs. Merci à vous, M. Gueye. M. Baguedi, les pays de l'UEMOA ont créé le système ouest-africain d'accréditation qui ne fonctionne pas. Que faut-il faire pour que cet organisme commence vraiment ses activités?
Merci M. Diop, merci aussi à l'ASN, à l'UEMOA et qui a permis l'organisation de cette émission, également à tous ceux qui sont autour de la table et aux téléspectateurs. Je vais dire que qui ne fonctionne pas, c'est assez dur, mais déjà, il faut savoir que l'UEMOA a identifié les priorités. 2 priorités pour la région, la biologie médicale et l'agro-industrie. Donc l'organisme d'accréditation qui a été mis en place au niveau de l'UEMOA, son objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que les laboratoires de la région puissent être reconnus à l'international pour ces 2 domaines. Donc au niveau technique, on va dire que c'est opérationnel. L'ONUDI a appuyé l'opérationnalité technique du SOAC. Nous avons eu des difficultés au niveau organisationnel, au niveau de la commission de l'UEMOA. Les difficultés organisationnelles sont liées un peu au fait qu'il fallait aussi savoir comment les responsabilités allaient être réparties entre la CEDEAO et l'UEMOA, sachant qu'aujourd'hui, la qualité, le nouveau programme qualité dont M. Barrot parlera tout à l'heure, est logé à la CEDEAO. Très récemment, les ministres statutaires de la CEDEAO ont pris un texte réglementaire qui permet de définir clairement quelles sont les orientations en matière d'accréditation et qui donne la place au SOAC, puisque ce texte prévoit que la région mette en place des organismes multi-économies en termes d'accréditation. Simplement rappeler qu'en général, un pays, un organisme d'accréditation, et que dans le cadre communautaire, l'UEMOA a eu l'idée originale d'avoir un organisme d'accréditation qui couvrira les besoins des 8 pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp de l'UEMOA, puisque les textes sont clarifiés. Et dans le cadre du programme